Salut la team, donc voilà, comme d'habitude, vous avez accès à la partie 1 juste en haut à droite, c'est bel et bien la partie 2 que vous regardez là tout de suite, vous avez toujours remarqué. Et sinon, voilà, si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous connaissez les gars, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Il y a aussi la petite souscription YouTube et la souscription Twitch. Et il y a même le Discord et Twitter, donc n'hésitez pas les gars, il y a pas mal de contenu partout. Et si vous voulez discuter, parler, etc., vous connaissez, vous venez sur Discord, envoyez un petit message et partagez vos avis et théories dans les salons Discord. Donc voilà, merci les gars, je vous laisse regarder. C'est parti pour l'analyse. Donc on va regarder, analyser, théoriser sur ce qui s'est passé dans ce chapitre 1130 de One Piece. Donc il y a eu pas mal d'informations et j'en ai répertorié 3 qui pour moi sont les plus pertinentes. Donc premièrement, c'est la croix, le X qui est sur le bras de Luffy. J'ai vu une information sur Twitter, je pense qu'elle est vraiment pertinente. C'est le fait que ce soit un message délivré par Vivi pour que les Mugiwara puissent savoir où elle se trouve et en même temps qui sache qu'elle est bel et bien en vie et que tout va bien entre guillemets pour elle. Donc ça, c'est une des choses qui pour moi est le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a que l'équipage qui était présent à Alabasta qui pourrait être au courant de la signification de cette marque, premièrement. Et deuxièmement, Oda au niveau du scénario, il a vraiment séparé l'équipage parfaitement dans le sens où toutes les personnes qui connaissent pas Vivi ont accès à l'information tout de suite maintenant. Alors que toutes les personnes qui connaissent Vivi et qui ont vécu avec elle sur le bateau, sont actuellement sur Elbaf et ne peuvent pas avoir l'information sous le coude. Donc voilà, je pense que ça c'est des détails qui ne trompent pas. Oda a la manière de gérer son œuvre correctement et de disperser les personnages assez minutieusement pour que ce genre de choses puisse être cohérent, tu vois, et arriver tout simplement. Donc franchement, moi déjà juste le X, j'avais pas mal de théories, je me disais peut-être que c'est quelque chose qui apparaît qu'on voit pas forcément et que c'est grâce à la transformation et que peut-être que ça arrive par rapport à Joy Boy, Nika, tout ça, même si je le crois encore, là pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment Vivi. Donc ça, c'est la première chose par rapport au X que Vivi a sur le bras. Je trouve ça quand même ultra pertinent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est Loki. Deuxième chose, c'est Loki, les gars. On a donc affaire à une personne qui est vraiment gigantesque, qui est vraiment colossale, qui a l'air vraiment très, très puissante. Et voilà, le chapitre parle de lui-même. Il a fallu l'entièreté de Elbaf, l'entièreté des combattants pour pouvoir l'empêcher de s'échapper. C'est quand même fou, les gars. C'est quand même fou. Moi, je vois, à part Luffy, je vois pas qui aurait été capable de faire cette prouesse, tu vois. Je pense que c'est même quasi impossible. Je pense quand même que sur Elbaf, même s'il n'y a pas des personnes type empereur, etc., il y a quand même des personnes puissantes. Je veux dire, si tu mets par exemple une personne à la hauteur de Sanji ou à la hauteur de Zoro, tu en mets 3, 4, 5 ou une dizaine, ça y est, Luffy, malheureusement, il peut pas s'en sortir, tu vois. Et quand on voit que Dory et Broggy sont capables d'utiliser le haki de l'armement, bon, c'est clairement logique qu'ils peuvent tout simplement attaquer comme ça, comme bon leur semble, tu vois. Et qu'ils soient tout simplement puissants et en même temps suffisamment menaçant pour même menacer un empereur, en tout cas en termes de nombre. Je pense qu'en nombre, la somme des personnes peuvent arriver à bout d'un empereur. Ça, j'y crois intimement. Et quand on voit Loki se faire capturer par l'entièreté de l'île, l'entièreté de l'île, les gars, vous avez vu l'île, elle ressemble à quoi? Vous avez vu la taille de l'île? Moi, quand je vois ça, je me dis, mais à quel moment c'est possible que ce soit quelqu'un de pas puissant, tu vois? Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est puissant, mais à quel point? À quel point? Est-ce que Zoro pourrait battre une île complète, tu vois? Une île complète, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué parce que en fait, on connaît pas vraiment les personnes géants. On pense qu'ils sont juste géants, tu vois, c'est tout. Et qu'ils ont pas forcément d'attributs de combat, etc., comme le haki, tout ça. Sauf que c'est totalement faux. On sait très bien que ce sont des combattants légendaires. Ensuite, pour jauger un petit peu la puissance des géants, il suffit de regarder la prime qui a été décernée par Dory et Broggy. 1,800 milliards pour Dory et Broggy. Chacun. Ok, c'est pas que la puissance, il y a potentiellement dedans la dangerosité. Mais moi, pour moi, la dangerosité, c'est un argument d'Oda pour dire, voilà, la prime symbolise la puissance, mais en même temps, faut pas trop s'y fier parce que, voilà, les échelles de puissance, les standards de puissance évoluent continuellement. Donc, on peut pas se baser là-dessus pour une échelle de puissance, mais là, plus on avance dans le manga, plus on va pouvoir se baser là-dessus. Donc, même si c'est quelqu'un d'un milliard, les gars, c'est quand même Jack, c'est quand même Katakuri, c'est quand même... Vous voyez un petit peu, c'est quand même des personnes vraiment très très fortes. C'est des premiers commandants. Et là, tu es en train de me dire que une île entière, potentiellement peuplée de plusieurs personnes de cet Akabi, n'ont pas été suffisamment puissantes pour battre Loki. Ça nous donne un petit peu une idée de sa puissance. Mais malheureusement, je peux pas le mettre empereur pour l'instant parce que pour moi, ça ferait beaucoup. Quand je vois le Gorosei, qui a quand même un level vraiment balèze, quand je vois personnes qui sont susceptibles d'avoir le même level, par exemple Garling ou même Venujuro à la fin du manga, je pense que c'est level empereur, mais même là, si Venujuro se bat contre
Zoro à la fin du manga, pour moi, frère, il faut un empereur pour battre Zoro. Sinon, inutile de le battre, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a quoi? On a, je sais pas moi, des personnes comme Dragon, etc., etc. Donc en fait, le titre d'empereur devient de moins en moins rare, tu vois. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent à rentrer un petit peu dans le cercle. Et ça... J'essaie de me méfier un petit peu, mais en fait le problème c'est l'analyse. Le problème c'est que quand je vois ce que Oda dit et il transmet, ok c'est du flow, c'est de l'histoire machin chose, mais sur le papier frérot, si tu viens à bout de tous les géants d'Elbaf, gros c'est une singerie, c'est trop puissant, c'est beaucoup trop puissant. Des fois je me demande tu vois si c'est possible tu vois, ne serait-ce que pour Luffy tu vois, je me demande si c'est possible pour Luffy de faire la même prouesse tu vois. Obligé on se dit bah oui frère c'est Luffy et tout parce qu'on l'aime, parce que c'est l'héros principal du manga. Mais d'un point de vue logique, quand on voit un petit peu toutes les personnes qu'il y a sur Elbaf, toutes les primes qui pourraient être décernées aux alentours des 1-2 milliards de berry, frère, tu bats toute une île, c'est pas un village qui a, c'est pas 100 personnes qui a, c'est des milliers de personnes. Donc, dedans, il doit y avoir une bonne dizaine de personnes au level de 2 milliards, tu vois. Et 2 milliards, pour moi, c'est pas loin de premier commandant, tu vois. Et s'il y a 10 personnes premier commandant et que les 10 n'ont pas suffi à battre Loki, quelle est la puissance de Loki? Vous voyez un petit peu le raisonnement. Mais, comme je l'ai dit, vu qu'il est trop tôt, je mettrai pas Loki tout de suite empereur, mais il a de fortes chances d'être très très puissant. Ensuite, le côté capable de détruire le monde, et en fait c'est pour ça que moi, ma théorie sur le fait que ça pourrait être une arme antique devient de plus en plus cohérente. Pourquoi? Parce qu'en fait ce serait tellement logique que Elbaf tout entier, que des gens à 2 milliards, 1 milliard se fassent battre par une arme antique, parce que c'est la description d'une arme antique. Mais ça voudrait pas dire qu'elle a la puissance d'un empereur. Peut-être en destruction de taille, peut-être en dégâts de masse, en arme de destruction massive, peut-être, mais par contre en 1v1, elle n'aura pas la puissance d'un empereur. Et c'est là où toute la cohérence au niveau du power scaling serait plus logique. C'est pour ça que je préfère croire ça. Mais ça pourrait être aussi un empereur déchu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fameux empereur que Shanks aurait déchu, et c'est peut-être ça qui a tenu en respect Elbaf envers Shanks, parce que voilà, il aurait défait l'ancien empereur qui aurait pris le pouvoir d'Elbaf, et c'est ce qui aurait permis à Shanks de devenir empereur aujourd'hui, tu vois, il y a 6 ans. 6-8 ans, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'était 6 ans. Donc voilà, en tout cas pour moi tout ça c'est ultra cohérent, en tout cas dans les faits. Après évidemment, le scénario choisira ce qu'il a envie de choisir, hein. Oda choisira par rapport à ses préférences. Donc voilà pour Loki, je pense avoir fait le tour, mais voilà, soit une arme antique, soit un ancien empereur déchu, soit il faut m'expliquer pourquoi il est aussi fort, c'est tout. Battre une île entière, est-ce que c'est une métaphore aussi? C'est pas impossible. Est-ce que c'est à cause de son fruit aussi? C'est pas impossible. Mais oubliez pas que voilà, il y a des utilisateurs de haki, donc le fruit du démon ne suffit pas, le haki devrait pouvoir contrebalancer en temps normal. Enfin voilà. Ensuite, la dernière chose sur laquelle je vais revenir, et après on s'arrêtera là pour l'analyse, c'est Elbaf. Donc voilà, on a une masterclass de dessin de la part d'Oda, sans compter déjà toutes les théories validées par rapport au fait qu'il y a bel et bien un village avec des strates comme je vous ai mis dans la miniature, alors que voilà, l'image était même pas sortie, j'avais déjà c'est un truc de fou, le côté arc-en-ciel, le côté château, le côté féerique et en même temps le côté viking, c'est légendaire. Donc voilà, masterclass, petit GG à moi pour les théories validées. Accro, faut un peu flex, hein, faut un peu. Et aussi, il y avait quelques autres théories validées, mais bon, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes, voilà, je vais pas répéter. Donc voilà, pour terminer, je dirais que le plus intriguant là-dedans, c'est les fameux arcs-en-ciel qui ont été mis en arrière-plan. Donc voilà, est-ce que c'est juste un petit design histoire d'eux, ou est-ce que c'est potentiellement quelque chose qui va prendre cohérence plus tard? Ça, c'est pas impossible. Ensuite, on a l'épée, la fameuse épée colossale, qui a l'air vraiment d'être sortie tout droit de la main d'un titan, frérot. Je vois pas quelle théorie je pourrais faire par rapport à ça. Pour moi, clairement, pendant le siècle oublié ou avant le siècle oublié, il y avait des titans, frérot. Vous voyez le grand terrassement dans l'attaque des titans? Tout simplement, c'était ça. J'ai déjà émis l'hypothèse, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous la remettrai là aussi, j'y pense là. Ma théorie sur les armes antiques, les gars, oubliez pas que potentiellement, il pourrait y avoir un espèce de catalyseur, une espèce de personne comme Poséidon qui pourrait contrôler des bêtes mythiques, entre guillemets. Et on aurait quoi? On aurait Poséidon qui contrôle des monstres marins, côté aquatique. On pourrait avoir Pluton qui contrôle, je sais pas moi, des bêtes, mais ça pourrait être aussi les monstres de Thriller Bark, parce que, du triangle de Florian, parce qu'en fait, Momonosuke, entre guillemets, contrôle Zunisha. Exactement comme Poséidon contrôle les rois des mers. Et peut-être que Zunisha n'est pas unique en son genre et qu'il y a beaucoup de personnes identiques, tu vois. Et du coup, Momonosuke pourrait contrôler toutes ces personnes-là. Et après, à Elbaf, voilà, il y aurait quelqu'un d'autre encore, comme par exemple Loki, surtout avec son nom là, capable de détruire le monde, qui lui pourrait être un catalyseur qui contrôlerait, je sais pas moi, des bêtes mythologiques, mais aériennes.
pour aller en cohérence avec tout le reste. Aquatique, terrienne pour tout ce qui est Momonosuke, Zunesha, tout ça. Et Loki, lui, ce serait des délires aériens avec des, je sais pas, des dragons. Moi, je kifferais dragons, serpents rouges de sang. Il y a quand même des trucs à garder en tête. Et en plus de ça, l'épée est plantée sur Elbaf. Donc peut-être que justement les titans de l'époque qui s'affrontaient, l'arme antique liée à Pluton, qui aurait attaqué Elbaf contre l'arme antique, entre guillemets, Uranus, on n'aurait pas trop de choix, qui se seraient tapés les uns contre les autres. Et il y a beaucoup de personnes là qui me diront, ouais, mais Vegapunk a dit que l'arme antique, c'était Im-sama qui l'avait, blablabla et tout. Ok, déjà, Vegapunk n'a pas la connaissance complète sur les armes antiques. Lui, il sait pas encore ce que c'est les armes antiques, tu vois. Même Poséidon et tout, je suis pas sûr qu'il sache ce que c'était. Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous aussi, on est capable de bien comprendre Vegapunk? Vegapunk a dit armes antiques, mais est-ce qu'il parle des 3 armes antiques, telles Poséidon, Uranus et Neptune, ou est-ce qu'il parle des armes antiques, donc des armes au sens littéral, qui viennent de l'Antiquité? Il faut comprendre aussi les choses que tout n'est pas sûr et certain. C'est pour ça que je doute encore de la fameuse arme antique de Im-sama. En plus, le côté mécanique de l'arme antique me dérange un petit peu, parce que ça voudrait dire que Poséidon Shirahoshi, elle est sur le même pied d'égalité que la fameuse Uranus d'Im-sama, qui serait la destructrice comme ça de Lulusia. Je trouve que au niveau de la symbolique, c'est pas ouf, tu vois. Enfin, après, c'est que mon avis, frérot. Humblement, c'est pas ouf, mais c'est que mon avis. Et c'est juste parce qu'on n'a pas tous les éléments. Ça se trouve que quand j'aurai les éléments de Im-sama, je me dirais, ah, c'est magnifique et tout, tu vois. Mais là, tout de suite, je trouve que c'est pas séduisant. Et du coup, voilà, ça pourrait expliquer énormément de choses. Donc voilà, je vous ai résumé un petit peu le côté arme antique, le côté Elbaf, la fameuse épée qui est plantée et qui, pour moi, a toute sa cohérence à prendre dans le futur de l'œuvre. Je pense que j'ai fait le tour, il n'y a pas plus de choses à dire. Les fameuses cascades qui tombent des arbres, j'avais teasé, je suis trop fier de moi, ça c'est une masterclass. C'était bel et bien des cascades d'eau. J'avais théorisé sur le fait que ça pouvait être une forêt, mais je me disais, voilà, peut-être que c'était une cascade et tout. Donc voilà, je suis trop content. Et j'avais fait quelques autres théories validées, mais bon, on a assez flex, ça suffit maintenant. Donc voilà les gars, dans tous les cas je reviendrai pour l'épisode très prochainement. Si j'ai d'autres théories je vous les mettrai dedans, et sinon il y aura tout le temps les théories des abonnés qu'on va faire la semaine prochaine, sûrement une réact à ce que pensent je sais pas moi les influenceurs One Piece français les plus connus, hein. Je pense que ce serait intéressant d'aller analyser un petit peu ce qu'ils font, et je vous dirai s'il y a des choses à redire tout simplement, hein. Je pense que voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà les gars, donc pour la team YouTube n'hésitez pas à liker, commenter, follow si jamais vous voulez soutenir la chaîne. Il y a la petite souscription YouTube et en même temps les subs Twitch si jamais vous voulez participer de manière financière. Vous avez le Twitter pour les informations de dernière minute et le Discord si jamais vous voulez parler avec la commu, échanger vos théories, discuter de je sais pas moi ce que vous mangez le soir et tout ce que vous voulez les gars. Donc voilà, n'hésitez pas, oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très très vite.